Non, la baie de Douarnenez est définitivement la plus belle baie du monde. Et Douarnenez est une ville insolente, très riche, de cœur et très attachante. C'est une ville originale, c'est une ville maritime d'abord, exclusivement maritime pendant des siècles. Cette ville n'a vécu que par ses relations à l'océan, au port, à la mer. Elle a toujours été confrontée à la violence et à la mort parce que c'était exclusivement un port de pêche qui pendant des millénaires a été frappé par les pertes des hommes, des péris en mer. Et du coup, pour vivre encore plus, parce que l'on sait que demain tout peut s'arrêter, eh ben c'est une ville qui a une grande tradition de fête, de carnaval. À Douarnenez, depuis toujours, les marins sont exclusivement marins. Ça veut dire qu'il faut gagner sa croûte uniquement à partir de la pêche. Ce qui veut dire que les marins de Douarnenez sont toujours allés plus loin, sont toujours allés ailleurs pour trouver des espèces de poissons à ramener sur le port quand les principales espèces disparaissaient. C'est ainsi l'aventure de la langouste en Mauritanie, où sur des coques de noix, ils sont allés jusqu'au Brésil, chercher la langouste. C'était des aventures, et c'était des aventuriers. Il y a eu jusque 42 usines dans cette toute petite ville. Et le bistrot dans lequel nous sommes a été une usine de conserve, jadis, au milieu du 19e siècle. Ville ouvrière et donc ville éruptive, ville de revendication, ville syndicaliste, ville communiste, très tôt, avec des grandes figures emblématiques du mouvement communiste à l'échelle nationale. Mais c'est vrai qu'à partir de là, vous trouvez à un moment donné suffisamment d'énergie, suffisamment de volonté, suffisamment d'imagination pour aller vers autre chose, quoi. Et cette autre chose, ça peut être aussi le patrimoine maritime, quoi. Des gens comme ceux du Chasse-Marée, par exemple, on a trouvé ces relais dont on avait besoin pour la culture maritime et pour la connaissance de ce milieu ancien en particulier. À l'époque, il n'y avait rien. Les vieilles carcasses de bateaux, de langoustiers, de Paimpol, tout ça était passé aux bulles par les mers. Enfin, les ex-voto étaient pillés. Il ne faut pas hésiter à le dire. C'était, bon, c'est pas uniquement, mais c'était surtout la culture populaire maritime qui n'était pas reconnue du tout en France, quoi. Tout ça, on s'est dit, il manque un petit peu une revue en France qui soit un peu un creuset de toutes ces passions-là pour la mer, et qui serait peut-être un moyen de développer en France une vraie culture maritime, comme il en existait une en Grande-Bretagne, par exemple, ou aux Pays-Bas, ou encore en Scandinavie, ou sur la côte est des États-Unis, alors qu'en France, franchement, elle n'existait pas du tout. Et quand on a pris le nom Chasse-Marée, bon, d'abord parce qu'il était beau et étonnant, mais aussi, symboliquement, le Chasse-Marée, c'était un bateau qui se rendait sur les lieux de pêche, à la barbe un petit peu des négociants armateurs qui, eux, faisaient un monopole sur la pêche à la sardine, qui imposaient leur prix. Et les seuls gens qui permettaient aux marins de vivre, parce qu'ils brisaient le monopole des prix, c'était les chasse-marées. Donc ils achetaient sur le lieu de pêche en mer la pêche des chaloupes sardinières, et ils partaient à toute vitesse en prenant des gros risques avec bateaux très rapides vers La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, pour vendre le poisson à peine salé encore frais, quoi. Nous, c'est pareil, on va aller chercher cette culture et on va la faire connaître en prenant des risques et avec élégance, si possible, pour sauver ce patrimoine, quoi. C'était un peu ça. Le rôle aussi, c'est de transmettre, c'est de faire passer un certain nombre de choses, et on ne vit pas que dans le présent. Et il faut aussi s'appuyer sur ce qui s'est passé pour pouvoir asseoir une culture maritime en particulier, à laquelle on tenait beaucoup. Et on s'est dit, en donnant aux gens un but, c'est-à-dire restaurez votre bateau, lancez-vous dans une reconstruction, etc. Et puis venez à Douarnenez, on fera tous la fête en même temps pour célébrer finalement la reconquête de ce patrimoine. Bon, ça a donné une motivation extraordinaire à plein de gens, quoi. Enfin, c'est un peu une des philosophies de ces fêtes, quoi. Ouais. C'est un hommage, voilà, bien sûr, hein,
au travers d'un patrimoine que des milliers de gens ont réussi, à force d'efforts, à sauver, à remettre en valeur. Et la somme de ces efforts, elle est offerte effectivement au milieu maritime, quoi. Et ensuite, dans un second temps, au public, qui lui aussi est quand même conscient que ça a une valeur morale assez grande, quoi. Et, ouais. Jacques Esquerroas, le fils, vient me voir et me dit, dis donc, est-ce que Douarnenez ne pourrait pas accueillir un prochain rassemblement de vieux gréments parce que Porcher, c'est devenu trop petit. Michel Mazias, c'est un homme de mer, et immédiatement, quoi, dès le premier mot, dès la première sollicitation, il a dit formidable les gars, je suis avec vous. Voilà. C'est dans cette salle qu'un soir, j'ai rassemblé tout le monde, quoi, avec Jacques qui était là, et puis toutes les associations, le comité local des pêches, les associations nautiques, les marins-pêcheurs, les anciens, ceux qui travaillaient encore, quoi. Et Jacques a eu un mot malheureux qui a failli faire basculer toute la réunion, c'est très anecdotique. Il a dit « Oui, et alors, on aura aussi des parkings pour les bateaux. » Alors il y a un marin-pêcheur qui a dit « Mais on met pas les bateaux sur les parkings, les bateaux c'est sur la mer. » Moi je sais que je vais très vite, je vais toujours trop vite. Et alors c'est pas que je dis la moitié, c'est que je dis tout. Je dis tout, voilà, on va occuper le port du Rosemer. Bon, les bateaux, on va les dégager, et puis on va les... Effectivement, j'ai dit, puis on va les parquer là sur le port Grue, comme ça, nous, on aura de la place pour... voilà, bon. Et tout de suite, les gars ont dit, ouais, mais enfin, je voulais faire ça, mais il n'y a jamais question de déplacer mon bateau, etc. Enfin, il n'y avait que du contre. Et puis il a dit, bon, écoutez, dites-moi bien tout ce que vous voulez maintenant, et puis on en parle, mais sachez que de toute façon, moi je suis comme un moteur diesel, hein, je suis long à démarrer peut-être, mais une fois que je suis parti, je ne m'arrête plus. Hein. Et c'est tellement vrai dans son cas en plus. Même quand on tombait sur des... bon, peut-être pas des adversaires, mais puis des fortes têtes, il y en a quelques-unes à Douarnenez, qui, un peu sur le mode, c'est pas des jeunes de l'extérieur qui vont nous faire marcher au pas. Bon, mais une fois qu'on a fait connaissance, ils voient bien que notre objectif est tout à fait le leur, et qu'en fait on les respecte profondément. Il fallait donc les convaincre que la démarche était intéressante, était juste, et ça a été vachement intéressant. Alors 86, c'est le temps de la rencontre, on va dire. C'est-à-dire que jamais encore en France, il n'y avait eu autant de voiliers traditionnels, ou de voiliers de la tradition, je ne sais pas comment il faut les appeler. Beaucoup de voiliers anglais qui sont venus, des Hollandais, beaucoup de Français évidemment. La découverte, un choc. Il y avait quelque chose de nouveau qui se passait parce qu'à travers notre pédagogie, à travers notre enseignement, on voulait aussi faire passer ce goût de la voile, ce goût du monde ancien. C'était pas une nostalgie parce que moi je sais comment mon père avait vécu. Ils avaient vécu des choses extrêmement dures, on couchait sur le pont. C'était pas cette nostalgie-là qui nous animait. C'était pas de dire oh, c'était mieux autrefois, non, c'était dur autrefois. Mais on voulait le faire savoir, quoi. J'étais extrêmement heureux, hein. C'est marrant, le premier bateau qui est arrivé, c'était une goélette, bon, un bateau absolument parfait au niveau restauration, quoi, superbe. Je dis, oh, ben là, ça commence bien, ça peut pas ne pas marcher, quoi. À Douarnenez, notre évaluation était de l'ordre de 500-600 bateaux, 5-6 par bateau, plus les amis de mes amis, hein, multiplie, on arrive à 3000, 3500, on est sur un port, c'est un espace ouvert, allez, un petit 5000. Et avec le comité local des pêches, eh bien, on se fournit en langoustine, en thon, avec les bénévoles, les associations de Douarnenez, on met en place des grillades, des buvettes, et tout se fait comme ça. Et puis c'est tout. Et de toute façon, on ne quitte pas la table tant qu'il reste quelque chose à boire et à manger. Et à la fin des fêtes, le lendemain, je sais pas quoi,
il y avait un vieux brick, un bateau extraordinaire, un gros caboteur à voile carré, qui était parti et qui tirait des bords à tout seul, loin à la baie de Douarnenez. Et on savait que les gars partaient pour les Açores, le Brésil. Alors là, bon, une autre émotion, la frustration de rester, parce que les bateaux, ils sont quand même faits pour naviguer. Et là, bon, on avait fait quelque chose dont on était fiers, mais de ne pas pouvoir le vivre encore mieux, quoi, en naviguant. Voilà, ça, c'est des trucs forts que j'ai... Enfin, parmi d'autres, hein, parce que sur la fête, il y a beaucoup d'émotions. Et en 88, c'est une deuxième découverte, c'est que le patrimoine maritime peut attirer des grandes foules. Là, il y a vraiment un événement qui se passe, un très grand rassemblement populaire, une fête familiale. On fait en 88 la couverture de Libération, c'est un exemple, mais ça fait la une pleine page de Libé. Et ça a été un événement considérable, l'arrivée du CEDOF dans la baie de Douarnenez, le plus grand voilier du monde. Et à l'époque du communisme encore, avec tout ce que ça voulait dire pour la difficulté dans les relations, la difficulté pour aller à bord, la difficulté pour les marins de descendre à quai, parce qu'il était resté mouillé en baie, parce qu'on le voyait là-bas, mais les relations étaient... C'était les amitiés, à mon avis, communistes de Michel Mazéas qui avaient servi la cause du CEDOF, qui à l'époque était quand même soviétique. C'était quand même avant 89, c'était avant la chute du mur. C'était une autre époque. Il n'y avait pas les emails. Et on était bouleversés par la modernité du fax. Mais pour passer des fax en Russie, je me rappelle, c'était à Brest, ça ne s'invente pas. On avait remarqué, les fax ne passaient jamais pour Saint-Pétersbourg. Il y avait tous les bateaux russes basés à Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, enfin bref. Et il y avait aussi des fax à faire à Moscou pour avoir les autorisations. Et les fax en Russie ne passaient jamais, sauf dans une tranche assez particulière, entre 3h et 5h du matin. Et on était 2-3, on se levait, on se réveillait, enfin bref, et on se retrouvait à passer des fax à cette heure-là, au grand large. Et là, ça passait. Ouais, en 88, on avait demandé à Yann Kersalé de nous faire une mise en lumière du port du Rosmer et des Plomards. C'était tout à fait impressionnant. Alors, le Yann Kersalé, là, c'est véritablement l'enfant du pays. Mais c'est le Douarneniste qui a réussi. C'est quelqu'un qui est pétri de cette culture douarneniste. Alors, il nous avait fait un port du Rosmer en bleu. En bleu. Avec Yann, la plus belle couleur, c'est le noir. Bon, je lui dis, bon, force pas trop dans le noir quand même. Bon, bah, d'accord, mais on va faire du bleu. Je dis, bah, très bien, je fais du bleu. Alors à partir de là, c'est le deuxième âge. C'est le développement considérable du concept de fête. Ça va engendrer Brest 92, Brest 96, Brest 2000, à chaque fois avec Douarnenez. Brest, Douarnenez 92, Brest, Douarnenez 96, Brest, Douarnenez 2000. Et le préfet maritime donne l'autorisation d'utiliser le tunnel sous la préfecture maritime, donc qui permettait de mettre le port de commerce et la Pinfeld en continuité. Et ça, on a pu offrir au public brestois et aux visiteurs, pour la première fois, ce port de Brest retrouvé. Et puis au final de Brest, donc comme cela existe toujours, donc on fait la parade par le Toulinguet, les tas de poids, avec ensuite l'entrée dans la baie sous le cap de la Chèvre, la baie de Douarnenez et le final de la manifestation au Port-Brie aussi et au Rosmer. Nous sommes essentiellement des marins. Alors, on préfère, au fond de nous, on est de nulle part et on préfère aller de port en port. Et c'est ça, essentiellement, la culture maritime. Pour moi, il n'y a que les terriens qui résonnent en termes de patrimoine. Alors, c'est à moi, je le garde. Bon, voilà. Mais moi, de mon aventure douarneniste, ce que je préfère, c'est le passage. Là, on passe à une échelle supérieure, beaucoup plus de voiliers, beaucoup plus de monde, les grandes foules.
Bref, là on est dans la marée patrimoniale, la grande vague patrimoniale. On prétend que là-bas, l'argent coule à flot. Iseo, Santiano, on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramène le réfugié à la gauche. Tiens bon là-bas, et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, si Dieu veut moi devant. Olaure, nous voilà ici. Voilà ici. Olaure, ici, faut bien la monter. Voilà ici, Olaure, ici, faut bien la monter. Voilà ici, Olaure, ici, faut bien la monter. Et cette fête, elle est organisée par 2200 bénévoles. Et on a eu l'habitude de parler de la bénévole attitude. S'il n'y avait pas 2200 bénévoles aux fêtes de Douarnenez, comme s'il n'y avait pas 5000 bénévoles aux Vieilles Charrues, il n'y aurait pas ces grands événements-là. Ils sont le fruit de la mobilisation de tout un pays. Chaque fois qu'il y a une fête, on s'occupe du PCMR. Thérèse étant la présidente de l'association Kids Dream, nos bénévoles sont presque tous de l'association. C'est une association qu'on a créée dans le but de permettre aux enfants pauvres du Tamil Nadu en Inde d'aller à l'école.